bienvenue à cette édition du CFM Live. Aujourd'hui, je suis accompagnée de MC Richard et on va vous parler du marathon de rameur. Allô Marie-Christine, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Max? Ça va, ça va. Le week-end dernier, on a complété un beau défi. En fait, 23 équipes se sont réunies et ont fait 42,2 km de rameur. On fait des choses spéciales au CrossFit, mais cette fois-ci, c'était vraiment pour une bonne cause. Donc, c'est un événement qu'on fait année après année pour ramasser des fonds pour la Légion royale canadienne de Mascouche. Marie-Christine, t'as participé? Oui. C'était pas la première fois que tu faisais l'événement. Non, ma 4e année. Ouais. Et tu continues de le faire? À toutes les années, je me dis là, c'est la dernière, c'est fini, mais à toutes les années, quand l'offre revient sur la table, je peux pas vraiment dire non à cette levée de fonds-là. C'est trop une bonne cause qui m'est chère, donc à toutes les années, je vais dire oui. T'as vu, c'est un roller coaster d'émotions, tout ça. Marie-Christine, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. J'aimerais ça, peut-être ceux qui te connaissent un petit peu moins, que tu nous expliques ça fait combien de temps tu fais du CrossFit. Oui, ben dans le fond, j'ai passé les portes de votre gym pour la première fois en juillet 2018, puis depuis ce jour, je n'ai jamais vu le jour de quitter. J'ai été absente un petit 2 ans quand j'ai été mutée à Québec, là, mais dès que... Physiquement, c'est ça, mais en pensée, j'étais tout le temps avec vous. Puis malgré tout, je pense, j'ai fait les marathons de rameur quand même. Puis j'ai toujours essayé de participer aux activités du gym. Donc, j'ai commencé avec vous en 2018. Ouais, puis est-ce que tu dirais que le rameur, c'est un de tes mouvements préférés, Marie? Ou... Peut-être pas pendant 42 km, mais oui, somme toute, c'est un mouvement que j'aime. C'est quand même un mouvement sur lequel, généralement, je suis assez efficace aussi. On a eu une discussion la semaine passée au gym, justement, où tu m'as surprise un peu en annonçant ton mouvement préféré. Dis-le! Mais là, préféré est un fort mot, mais ça me dérange pas de faire des burpees dans la vie. Comme c'est un mouvement que je suis capable de juste switcher à off. Je me lance sur le ventre, je me relève, je saute, puis je suis capable d'en faire pendant une bonne période. Je suis encore, je suis encore sous le choc, mais bon, tout à ton honneur. Dis-moi donc, quand tu as commencé le CrossFit, qu'est-ce que t'aimes de ce sport-là? Qu'est-ce qui fait que tu restes accroché puis que tu continues d'en faire après toutes ces années-là? Bien, c'est sûr que la communauté y est pour beaucoup. Au niveau physique, oui, on se sent mieux, on sent qu'on s'améliore. Il y a tellement de techniques, il y a tellement de mouvements. On dirait que tu stagnes jamais en CrossFit. Il y a tellement de choses à pratiquer, il y a tout le temps des nouveaux défis. Mais jour après jour, ce qui nous ramène, ou moi personnellement, ce qui me ramène à me réinscrire, à y retourner, bien, c'est vraiment la communauté qui a été créée autour de ce sport-là. Je trouve qu'il y a c'est inspirant de voir le monde de vraiment de partout, de tous les backgrounds, de tous les âges. Moi, en tout cas, je suis toujours, à chaque jour que j'y vais, j'ai toujours un moment de wow quand je regarde le monde faire leur workout ou je trouve ça impressionnant de voir la détermination des gens. Puis que c'est un bon exemple à prendre dans notre vie. Oui, puis en fait, c'est une des raisons qui nous inspire finalement à utiliser force du rassemblement des gens vers quelque chose de positif, puis pourquoi pas justement mettre cette belle énergie-là au profit des gens qui en ont besoin. Donc, le marathon de rameur, pour ceux qui sont là depuis moins longtemps, c'est un événement qu'on fait depuis vraiment l'ouverture du gym. On a ouvert en octobre, puis en novembre, on faisait le premier événement. Donc, en 2016, à l'époque, on n'a pas commencé avec le marathon de rameur, mais on voulait vraiment faire une levée de fonds pour encourager les vétérans de la région. Puis il y a cette attirance-là vers cette cause-là, parce qu'on sait qu'il y a des tonnes de causes qui méritent le support, c'est sûr. Mais ça vient du fait que le CrossFit est quand même très étroitement lié aux militaires, policiers, pompiers, ambulanciers, là, tous ces services-là de premier rang. Puis on en parle peut-être moins ici au Canada, mais aux États-Unis, c'est très, très omniprésent. Et même les fondateurs, quand ils ont commencé à la base de CrossFit, là, très rapidement, ça a ciblé les gens-là qui sont toujours au premier rang de l'action. Puis l'idée derrière le CrossFit, c'est aussi beaucoup de s'habituer à être prêt à l'inconnu. Donc, toujours jouer entre guillemets, avec des objets différents, mais pour pouvoir faire face justement à des situations on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va nous attendre. Donc, c'est peut-être un aspect qui est moins connu du CrossFit, mais c'est très, très, très omniprésent là, dans les forces militaires. Donc, pour nous, c'était une association très naturelle de se tourner vers les vétérans de la région puis de faire quelque chose pour les aider. Donc, la première année, ça a commencé, on a fait une journée où on a fait 3 Hero WOD et les gens payaient pour faire le workout, tu sais, la famille était invitée. Puis, on a même eu des vétérans
qui sont venus avec... Monsieur Miller était là, entre autres, avec son garçon. Donc, c'était une très belle journée. Et Dan et Reg avaient fait aussi des burpees, un burpee au thon pour chaque dollar ramassé. Écoute, on avait ramassé moins que 250 $ à l'époque. Juste pour dire à quel point on a grandi là-dedans. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, on était comme 30 membres. On venait d'ouvrir. Fait que c'est une petite communauté, mais déjà quand même, chaque don compte, là, c'est sérieux quand on dit ça, puis il était très reconnaissant d'avoir pu être là, puis d'avoir vu les gens se mobiliser pour eux. Fait que ça nous a poussé l'année d'après, là, de commencer le setup où on faisait Murph le samedi et le marathon de rameur le dimanche. On a ramassé presque 2000 $ l'année suivante, fait que là, écoute, on était sur une lancée, donc on a continué. C'était la 5e édition du marathon de rameur, là, donc ceux qui le font depuis le début, là, ont fait 5 éditions. Il y a eu une année où on a fait Murph à la maison. On a quand même amassé là, des fonds, puis j'ai fait une petite comptabilisation. On a amassé à travers ces années-là là, plus que 22 000 $ là, quand même. Je pense que à travers le week-end, c'est quand on voit, on se termine, on a toujours les vétérans qui sont présents année après année. Ça donne juste le goût de continuer puis de pas arrêter. Et, si on revient à l'événement du marathon, qu'est-ce que toi, tu trouves peut-être le fun, mais qu'est-ce que tu trouves aussi plus challengeant à travers là, cet événement-là? Mais c'est sûr que la longueur de l'événement est quand même digne de mention. Là, oui, je comprends qu'on n'est pas pendant 2h30, 3h30 de temps, tout le temps nous-mêmes sur le rameur. On a notre partenaire qui fait des blitz, mais comme, je sais pas pour vous. Ça vient vite. Ouais, moi, Daniel, il niaise pas. Il niaise pas. J'ai l'impression que je récupère beaucoup quand c'est à mon tour d'embarquer. À un moment donné, t'as les psoas 20 têtes, il n'y a plus rien qui veut bouger. T'as les fesses qui brûlent parce que ça frictionne sur le banc, t'as des ampoules dans les mains. Mais comme malgré tout, tu le fais pour la cause, mais tu le fais pour l'équipe. Il y a tout ce mouvement-là de la communauté. Tu as tout le temps quelqu'un qui est autour de toi, qui t'encourage. C'est vraiment pour l'ambiance. Oui, pour le hype du moment. Là. Il y a comme on a vraiment l'impression d'être dans un peloton tout ensemble. Là. En fait, c'est à ça que je comparais. C'est comme on est un peloton tout ensemble à souffrir le même martyr, mais on est tous là, puis on trouve le tour d'avoir du plaisir parce qu'à un moment, on est là-dedans. On n'a juste pas le choix. Je peux pas arrêter, je vais juste continuer de ramer, puis it is what it is. Ça serait pas la même affaire faire ça toute seule chez vous dans ton sous-sol, ça serait un autre game. Mais là, justement, tu regardes tout le monde autour, puis tu te dis, OK, tout le monde a mal, là, puis... Oui, puis ça t'oblige un peu aussi à travailler sur ta tête, tu sais, parce que c'est facile de te plaindre, puis c'est dur, je suis tannée. Mais tu sais, si toi, tu commences à faire ça, ta mauvaise énergie commence à déteindre partout, puis on n'a pas besoin de ça. Là. Le marathon il est parti, il faut le finir. Fait qu'il y a comme une espèce de je veux pas dire un devoir social, mais tu sais, au sein du groupe, tu dis, OK, mais il faut que je me mette un sourire d'en face, il faut que j'essaie d'en retirer le maximum, puis d'être le plus agréable pour tout le monde, parce qu'on peut pas se permettre de commencer à laisser tomber le moral de la troupe. Tu sais, il faut qu'on se tienne. Même quelqu'un qui l'a jamais fait, t'apprends en faisant du CrossFit que les entraînements longs, où tu souffres, c'est particulier, puis tu passes à travers une gamme d'émotions. Mais souvent, c'est eux que tu vas être le plus fier à la fin, qui vont t'apporter beaucoup de bien-être. Fait que là, t'en as un gros, là. Ah oui. Puis tu sais, je pense qu'il faut pas que tu vois, tu sais, quand tu commences, faut pas que tu vois à la fin, faut pas que tu dises, mais 42 km, c'est tellement loin. Tu sais, si en équipe, vous avez décidé que c'était 2000 mètres, ben tu fais 2000 mètres. Puis une fois que ce 2000 mètres-là il est fait, il t'en reste 40 à faire. Tu sais, tu segmentes ton effort. Puis la première chose que tu te rends compte, ben t'es rendu à 15 000, puis à 10 000, à 9 500, tu sais. Ouais, c'est comme la période, là, on en parlait beaucoup en fin de semaine, là, je trouve. Entre 15 et 30, là, c'est comme, là, faut que tu parles un petit peu, puis il faut juste que... Parce que le marathon rameur, il faut comprendre qu'il n'y a aucune pression de vitesse là, d'impliquer. Vraiment, tu y vas à ton rythme. Pendant une certaine période, tu as moins d'énergie, tu ralentis, puis il n'y a personne qui va dire « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu vas plus vite. » Vraiment, chacun a son rythme, puis c'est toi qui décides quel genre d'expérience tu veux vivre. Fait que quand tu commences, t'es plein d'énergie, ça va bien, là, après, OK, ouais, ça fait juste 1h30 de fête, guys, let's go! Il n'en reste pas beaucoup. Quand t'arrives à la fin, qu'il te reste 15-10, là, tu vois la fin, et c'est super motivant, ça te donne comme un boost d'énergie. Puis souvent, c'est à ce moment-là que les vétérans arrivent. Oui. Là, il y a de quoi qui se passe, là, on dirait. Là. Ben, puis on dirait que t'as comme un regain où ce que tu te dis, hey, je veux leur montrer, c'est ma façon de leur montrer combien je les supporte, puis tu sais, on dirait que là, t'essayes d'augmenter le pace, même si t'as plus de jus, même si émotionnellement aussi, t'es un peu drainé, là, parce que t'as passé plusieurs stades de découragement, mais tu sais,
c'est super... C'est automatiquement dans la petite voix qui vient dire pourquoi je fais ça. Puis là, rapidement, tu te rappelles pourquoi tu fais ça, puis t'arrêtes de chialer. Ouais. Puis moi, à toutes les fois, en fait, je me dis, ben sûrement que les gars, tu sais, quand ils sont au combat ou quand ils sont en mission, ils ont des moments où ils se disent, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, pourquoi je fais ça? Mais guess what, t'as une mission à faire. Ils ramassent leurs affaires, puis ils partent, puis ils le font, tu sais. Fait que c'est un peu tout le temps comme ça que j'essaie d'affronter le marathon, là. Donc, tu sais, je commence à ramer, puis les moments où dans ma tête, c'est juste des pensées négatives, puis que ça me tente pas, ben j'essaie de me rappeler. Mais tu sais, si t'étais en mission, si ta vie ou la vie des autres en dépendait, tu ramerais, puis t'arrêterais de chialer, ben fais-le, tu sais. Eux le font pour nous, en plus. Exactement. Eux l'ont fait pour ta liberté, fait que sois reconnaissante. C'est très peu. Exactement, très peu. exactement. Probablement que plusieurs ne savent pas que tu es toi-même une vétérante oui. MC Richard. Oui. Tout récemment, depuis le mois d'août 2022, j'ai pris ma retraite des forces qu'est-ce que tu faisais? Peux-tu nous expliquer justement comment tu as décidé même d'entrer? Oui, ben dans le fond, moi de profession, je suis paramédic, donc je suis ambulancière. J'ai travaillé quelques années à Montréal. Puis d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai tout le temps eu une espèce d'attirance pour l'armée. Pourquoi, je le sais pas. Mais tu sais, je me souviens d'une discussion avec ma mère qui me disait genre à 8 ans, non, Marie-Christine, tu seras pas soldat, tu sais, vois d'autres choses, étudie d'autres possibilités. Puis ben en vieillissant, à un moment donné, je sais pas, j'ai eu l'appel, j'ai juste eu le courage de donner ma candidature. Dans le fond, moi, j'ai été enrôlée, j'ai été engagée à titre de technicienne médicale, fait que c'est un peu l'équivalent de paramédic, mais dans l'armée, fait que c'est ambulancier médical. T'étais basée où? Est-ce que t'étais basée tout le temps au même endroit ou tu bougeais? Ben nous, dans le fond, les médics, là, notre école est à Borden, en Ontario, fait que j'ai été un bon quasiment 2 ans en Ontario pour ma formation. Après ça, j'ai été postée à Longue Pointe, donc à Montréal. J'ai fait un 3 ans-ish, presque 4 ans là-bas. Puis à la fin de 2020, j'ai été mutée à la 5e ambulance de campagne à Québec, où est-ce que dans le fond, j'ai terminé ma carrière là, avant de revenir. Puis ça ressemble à quoi, tes journées de paramédic dans l'armée? Eh bien, c'est vraiment, ça dépend beaucoup de quel volet où est-ce que tu es employé. Parce que dans le fond, les médics dans l'armée, on a un chapeau qui est très, 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 très large. Fait qu'on a un volet qui est plus clinique. Fait que c'est ce que j'ai fait à Montréal. Dans le fond, nous, on appelle ça des parades des malades, là, mais c'est l'équivalent d'une clinique sans rendez-vous. Fait que, tu sais, les gars, il y a une douleur musculaire ou, tu sais, peu importe. Puis en fait, c'est ça, c'est une clinique sans rendez-vous. Fait qu'un gars qui mentalement va pas bien, physiquement va pas bien, c'est à nous qui se réfère, puis c'est nous, dans le fond, qui les voyons. Nous, à ce moment-là, on agit un peu à titre, je dirais, d'infirmière. Là. Donc, on prend une histoire, on les trie. Si à notre niveau, parce qu'on a des droits cliniques signés, c'est ça, par Ottawa et compagnie. Fait que si cliniquement, j'ai le droit de garder à mon niveau, je le gère à mon niveau. Si sa condition va être trop sérieuse ou nécessite des soins, ou il y a des côtés des fois un petit peu plus légaux, là, à ce moment-là, nous, on les réfère aux médecins. Ou on travaille conjointement avec les médecins pour faire des plans de traitement. Parce que des fois, tu sais, à des grades plus bas, des fois, les gars sont plus à l'aise de parler à soldats caporaux ou, tu sais, caporal versus aller s'asseoir dans le bureau d'un capitaine puis éclater en sanglots. Puis l'inverse, des fois, est aussi vrai, il y a des capitaines qui sont plus à l'aise d'aller parler avec des médecins directs. Fait que, tu sais, c'est un peu à notre rôle de lire la situation puis de gérer ça. Puis sinon, t'as tout ce qui est les unités de campagne. Dans le fond, nous, on appelle ça faire du clos. C'est les unités qui supportent les bataillons ou, tu sais, c'est souvent les unités qui s'en vont, dans le fond, en mission et compagnie. Fait que ça, c'est vraiment plus, si on veut, la médecine de brousse, là, les soins de combat. Fait que quand... Avec très peu, il faut que tu... C'est ça, t'as ton kit médical dans ton petit sac à dos, puis... ça s'avec, là. C'est ça, tu sais, tes qualifications, là, c'est... Il y a un gars qui met le pied sur une bombe, il manque une jambe, tu rentres en scène, tu sais, tes examens, c'est ça, tu t'enlèves ton sac, tu te mets les genoux dans les aines pour contrôler les saignements, tu commences à faire tes traitements, puis on a des vous voyez beaucoup de choses. On peut être appelé à voir beaucoup de choses, puis tu sais, juste, j'ai pas eu la chance ou j'ai eu la chance de pas aller en mission de guerre, là, je pense que tout est une affaire de perspective, mais juste en formation, tu sais, il maquille nos gars, là, puis comme si le gars, il est en une hémorragie importante, là, le gars, il a une pompe, puis il te pompe du faux sang dessus, là, tu sais, t'es beurré de la tête aux pieds à la fin, puis si tu fais pas la pression, il continue de pomper, là, fait que, tu sais, faut que tu pèses à la bonne place, fait que, tu sais, veux pas, pour vrai, tu finis un examen de soins de combat, là, t'es trempé à la vête, t'es brûlé, t'as l'adrénaline dans le plafond, là, fait que, tu sais, tu te fais quand même mettre dans des situations où tu dis, ouais, ok, faut que je sois ailleurs, là, je peux pas dormir sur la switch.
Est-ce que vous voyez des vétérans ou c'est vraiment pour les membres actifs? Dans le fond, non, les vétérans, en fait, quand un membre est sorti de l'armée, il tombe un peu sur comme sur le ministère des anciens combattants. C'est plus les anciens combattants qui les prennent en charge. Sauf que au moment qu'un gars quitte l'armée, un gars ou une femme, là, on fait toujours ça, dans le fond, que tous les soins qui sont placés pour lui. Là. Fait que, tu sais, un membre qui est PTSD, puis qui va sortir de l'armée pour des raisons médicales, on va le sortir parce qu'il est plus apte au service militaire, parce qu'il est rendu émotionnellement trop fragilisé ou trop brisé. Mais tu sais, on fait sûr que quand on libère ce membre-là, puis que nous, on s'en occupe plus, on fait sûr qu'il y a une équipe de santé au niveau civil qui est prise en charge. Puis tu sais, qui est bien encadré. Oui, c'est ça. L'armée fait ça de bien, là, je pense, là, au niveau des sorties. Du moins, ça s'est beaucoup amélioré. Ils essaient de bien encadrer leurs membres puis de s'assurer que les gars, tu sais, que les gars vont bien malgré tout. Parce que, tu sais, il y a des blessures qui sont causées par la nature du travail, par la nature du service. Là-dessus, ils font bien les choses. Ils essaient de s'assurer que tout le monde est un peu en sécurité malgré tout. On voit peut-être un clash aussi, puis corrige-moi là, parce que je suis pas une experte là-dedans, mais j'ai l'impression que, puis vétérans ou même autres personnes civiles, il y a quand même un clash entre les générations, tout ce qui est là, troubles mentaux ou affectation plus mentale que physique, ou ça peut être, tu peux te retrouver avec des vétérans plus âgés ou d'une autre génération qui ont beaucoup de difficultés à juste lever le flag puis dire qu'ils ont besoin d'aide, juste demander de l'aide carrément, même s'il y a des ressources disponibles, puis ça peut créer de l'isolement, puis à travers justement les histoires des vétérans qui sont venus nous parler, c'est toujours très, très touchant là, d'entendre ces histoires-là, puis à quel point ça a des impacts aussi sur leur cercle, tu sais, les conjoints-conjointes, les enfants, des fois, ils s'isolent, puis là, ça peut devenir super triste, là, honnêtement. Ah ben oui, puis tu sais, le milieu de l'urgence, globalement, tu sais, je compte l'armée dans le milieu de l'urgence, là, c'est beaucoup amélioré dans les dernières années, justement sur la réalité de l'importance de la santé mentale, puis c'est une maladie, ça se traite, c'est comme avoir un entorse au genou, tu sais, c'est pas, il y a rien de honteux d'avoir des blessures liées à ton service ou liées à ton travail, puis nous, on est là pour te supporter, puis essayer de te guérir du mieux qu'on peut, tu sais, puis tu sais, moi, c'est un peu comme ça que je me disais quand j'étais en clinique, parce que c'est principalement là, en fait, que j'ai eu affaire à travailler avec... à Montréal, on a quand même un gros bassin là, de gens qui, malheureusement, sont atteints de PTSD. C'est une base qui n'est pas opérationnelle, donc qui ne déploie pas. Fait que souvent, quand les gars sont trop blessés pour aller au combat, ils sont envoyés dans des bases de support comme, mettons, Montréal. Ce qui fait en sorte que, ben, tu sais, j'en ai vu quand même beaucoup. Puis, tu sais, c'est fou à quel point on minimise l'impact de la gentillesse. Peu importe le grade, là, moi, tu sais, j'étais un petit caporal, puis j'ai des capitaines là, qui se sont ouverts, puis qui étaient comme... Tu sais, puis j'en ai même un qui avait écrit une lettre disant ce qui a fait en sorte, ce journée-là, que j'ai décidé de parler, c'est que la TechMed était tellement fine, tu sais. Comme... genre à me démontrer que je pouvais faire confiance puis qu'elle carait vraiment pour moi, ben j'ai pas été capable de tout garder pour moi, là. Elle me posait des questions puis j'y disais tout ce que je pouvais dire, puis ben tu sais, ce monsieur-là, tu sais, quand j'ai fini par partir de Montréal, il allait bien, il était stabilisé, tu sais, il avait encore un suivi médical rigoureux, mais je me dis, c'est ça, je pense qu'on minimise souvent l'impact juste d'un sourire, d'un bonjour, vraiment juste d'un sentiment de gratitude ou de gentillesse. Juste ça peut faire une grosse différence. C'est vraiment un très bon point. Puis je te répète souvent, mais t'es vraiment bonne pour ça. T'es tellement une personne apaisante, mais je pense que tout le monde peut faire sa part. Ouais, des fois, on est pris dans nos propres problèmes, puis on se promène avec un airbite ou on est plus rough, mais ouais, je pense que tout le monde peut bénéficier d'un peu plus de soutien puis d'amour. Oui, ben puis tu sais, moi je pense que je l'ai appris dans le cadre de mes fonctions, là, où tu sais, autant paramédic que technicienne médicale, j'ai mes mauvaises journées, là, vous le savez, là, je rentre dans le gym, des journées je fais juste chialer, les gars me le disent d'arrêter de chialer. En fait, j'aime ça quand ils me le disent parce que ça m'oblige à faire un check, tu sais, puis de faire comme, ok, là, relativise la vie, là, genre, c'est correct, ça va bien aller. Mais on dirait que quand tu prends le temps de regarder autour de toi, tu te dis, ben, tu sais, il y a du monde qui sont mieux que moi, il y a du monde qui sont pires que moi, fait que je veux juste essayer d'être reconnaissante, d'avoir la chance de faire ce que je fais. Puis je sais pas le combat que chaque personne autour de moi mène. Je vais essayer d'avoir un impact positif, du moins dans ces moments-là. Qu'est-ce qui est important pour toi est important pour quelqu'un d'autre. À la fin du marathon rameur, on a toujours
nos Monsieur Miller, ou on a eu Jocelyn qui est venu avec François. On les avait par leur prénom, écoute. Ils font partie de la famille. Ben oui! Qui viennent nous jaser, puis c'est toujours un moment ultra émotif où ils nous parlent justement de comment les fonds ont été utilisés ou vont être utilisés. Puis le Marathon de Travers arrive souvent à la fin de la campagne du Coquelicot, qu'on fait durant le mois de novembre, là, pas mal partout, dans les épiceries, dans les commerces. Fait que c'est un gros événement pour eux, une grosse période où ils vont chercher des fonds, puis ils nous expliquaient encore cette année, tu sais, ils ont certaines subventions, mais il y a des besoins, certains besoins des vétérans de la région qui, j'imagine que c'est comme ça aussi dans d'autres régions, là, mais où c'est des montants exorbitants, puis ces personnes-là ont vraiment besoin de ces soins-là ou de ces accommodations-là vraiment pour leur qualité de vie, puis on parle pas du gros luxe, là, on parle vraiment de la base de se déplacer puis de faire son épicerie. Quand tu t'entends ces histoires-là, honnêtement, chaque don est vraiment important, là, puis ça fait super cliché. À chaque levée de fonds, t'entends ça, mais chaque don fait une différence, puis ça donne juste le goût de continuer, de pas lâcher là, cette équipe-là. Même, on veut tout le temps en faire plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus cette année? Ils parlaient beaucoup que leur mission dans les dernières années, c'était vraiment de briser l'isolement, tu sais, des développements, je sais pas, des analyses qu'ils ont faites, puis qu'ils se sont rendus compte justement à quel point ça faisait du bien, puis à travers différentes activités, ils arrivent à faire sortir les vétérans un peu de la maison. Je sais qu'ils ont fait un jardin communautaire. Ils ont fait des genres de thérapie avec les chevaux aussi, où ils allaient aux écuries. Les vétérans passaient du temps avec les chevaux. Puis là, récemment, ils ont aussi certains vétérans qui ont eu des chiens. Oui. Puis François en parlait de l'impact de son chien justement dans sa vie. C'est tellement touchant, puis c'est tellement important, la cause. Et c'est comme une réalité qui est dure à comprendre aussi, là. Puis tu sais, oui, là, j'ai l'armée un peu dans mes veines, là, tu sais, je veux dire, même si j'ai quitté, ça a quand même été un gros 7 ans de ma vie, puis tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir fait une carrière de 30 ans comme certains, tu sais, mais c'est... Il a goûté. Oui, puis il y a comme tu sais, c'est un vocabulaire, c'est une façon de penser, c'est une façon d'être, il y a vraiment comme une culture autour de tout ça, puis j'imagine justement, quand t'es rentré dans l'armée à 18 ans, t'en ressors, peu importe à quel âge que tu sors, puis en plus, mettons, avec des problèmes physiques ou de santé mentale, puis déjà, t'as un peu l'impression que la population... Tu sais, même moi, des fois, je parle, puis je suis comme, personne comprend ce que je dis, tu sais, parce que je suis encore dans mon schéma militaire, tu sais. Puis là, j'imagine ces gens-là où ce que je me dis, c'est encore plus dur, tu sais, parce que pour eux, en plus, souvent, c'était pas leur choix de quitter l'armée, hein. C'est l'armée qui a fait, tu réponds plus aux besoins de l'organisation, on va t'aider à te rétablir, mais on peut plus t'employer. Ils ont tellement sacrifié toute leur vie, c'est ça là, c'est leur identité. Ben oui, exactement. Puis tu t'identifies à ça, là. Tu sais, moi, c'est sûr, ça fait pas si longtemps, mais quand les gens... Je parle à mes amis militaires, puis je dis encore nous, là, comme je suis encore one of them, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que j'imagine pour des gens qui ont fait en plus des longs services puis qui ont des blessures associées à leur service, à quel point, tu sais, on en parle un peu tantôt aussi, là, le fait de demander de l'aide, tu sais, c'est dur pour tout le monde, tu sais, je pense pas que personne ait de la facilité au day-to-day de demander de l'aide, mais tu sais, pour les gens qui travaillent en urgence ou pour les militaires, c'est le dernier recours. Fait que tu te dis, quand il n'y a plus rien qui marche, ben, ils t'appellent la police, les pompiers, l'ambulance, puis quand il n'y a plus aucun palier gouvernemental qui est capable de rien faire, c'est l'armée qui débarque, qui prend la situation en main. Fait que t'es comme tout le temps la personne qui règle les histoires de tout le monde, puis là, du jour au lendemain, tu deviens la personne qui doit faire « Hey, j'ai besoin d'aide, ça va pas bien, j'ai des idées suicidaires, ou j'ai des flashbacks, j'ai des cauchemars, je dors plus, tu sais, whatever. » Mais ça devient extrêmement difficile pour eux de mettre un genou à terre, puis de faire comme « Ben, tu sais, c'est supposé d'être moi qui sauve le monde, puis là, ben, j'ai besoin que le monde me sauve. » C'est difficile de voir la force que ça demande parce que c'est comme associé à une faiblesse, mais ça demande énormément de courage et de force en fait de demander de l'aide comme ça. Ben oui. Puis ça devrait être plus valorisé justement les gens qui... Puis tu sais, sur une note positive, c'est encourageant de voir que les gens s'ouvrent de plus en plus puis sont plus sensibilisés à l'importance de demander de l'aide puis à accepter de l'aide. Mais tu sais, c'est en faisant des événements comme ça, c'est en parlant, c'est en normalisant, c'est en ayant du support avec la Légion ou avec différents organismes. C'est vraiment en parlant puis en rendant ça accessible puis pas tabou qu'on réussit à amener les gens à se confier puis à réduire en fait le nombre de drames. Tant qu'on peut continuer, on va continuer de le faire. On va être là, c'est une cause qui nous tient énormément à cœur puis
On est extrêmement reconnaissant de la communauté, qu'on a des gens avec, comme toi, Christine, là, mais tu sais, des cœurs en or, tellement généreux, qui embarquent dans ces projets-là, mais c'est grâce à l'implication de chaque personne, même ceux qui viennent encourager. On a vu, tu sais, les parents qui viennent, là, ceux qui ont eu des bébés, là, qui participent quand même. Chacun d'entre vous fait vraiment une différence. On est hyper reconnaissants, puis je pense que la cause vaut tellement le coup. Donc, merci énormément, Marie-Christine, pour ton service. Merci. D'avoir participé aussi au CFM Live.